Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 12. Aujourd'hui une émission exceptionnelle, nous fêtons les 45 ans de HBO. Yeah! La chaîne américaine de Game of Thrones, des Sopranos et de True Detective. On vous raconte comment HBO est devenu le pionnier en matière de séries télé, cassant tous les codes pour donner naissance à des chefs-d'œuvre maintes fois copiés, jamais égalés. Happy birthday HBO! Amen! Amen! Si l'on vous dit HBO, vous pensez naturellement aux Sopranos, à Game of Thrones, Girls, VIP ou encore The Wire. Day by day, piece by piece. Des programmes déjà cultes au service d'une chaîne qui aura façonné le paysage sériephile des années 2000 et 2010. Mais Home Box Office n'est pas né géant, il l'est devenu. « 1972, cette année-là sur ITV, Amicalement Vôtre est annulée mais HBO débute le 8 novembre, ce qui fait d'elle la plus ancienne chaîne payante américaine en activité. Des débuts modestes, à peine 8000 abonnés pour la première année, séduits par une programmation mélangeant vieux films, matchs de hockey ou encore la diffusion d'un festival de polka. Change is coming. En 1975, la chaîne retransmet en direct l'ultime combat de boxe, opposant Mohamed Ali à Joe Frazier et impose son nom dans l'esprit du grand public à grands coups d'exclusivité. Puis en 1983 est diffusée leur première production originale, The Terry Fox Story. Lentement mais sûrement, Home Box Office devient HBO. Mais ce sont les années 90 qui voient la petite chaîne devenir grande, avec entre autres la diffusion du Larry Sanders Show, gagnant pas moins de 3 Emmy Awards. Et en 1997, alors que les gentillettes d'Arma et Greg et Ali McBeal cartonnent sur les networks, HBO impose un ton, le sien, avec le drame en milieu carcéral Oz. Ambitieux, novateur et réussi. That was the business, right? The American way. Le monde entre alors dans une nouvelle ère, celle d'une chaîne pour laquelle tout reste à construire et si possible à contre-courant. Non, c'est pas de la télé, c'est... Aujourd'hui, quand on regarde les séries HBO, on s'extasie devant les batailles épiques de Game of Thrones, le casting 4 étoiles de Big Little Lies ou encore l'audace artistique de Westworld. Mais pour atteindre ce niveau, il a fallu pas moins d'une révolution. Retour il y a 20 ans, à la fin des années 90, alors qu'une poignée d'auteurs va entièrement repenser ce qu'est la série télé. Comment ont-ils procédé? Le journaliste Axel Cadieux, co-auteur de la saga HBO, nous raconte. C'est quoi pour vous la plus grosse révolution qu'a créée HBO? En termes de création, de processus créatif, je pense que l'importance qu'on a accordée au showrunner dans les années 90 et la liberté qu'on lui a donnée, et ce que ça lui a permis de créer, entouré d'un pool de scénaristes et la manière de créer au sein du writer's room, avec du temps, avec de la liberté, avec des moyens, ça je pense que c'est vraiment pionnier dans l'histoire des séries. Ça a pu exister avant mais de manière éparse, et HBO a un peu généralisé en fin de compte ce processus-là. Ils sont allés chercher des personnalités hors normes. Alors Tom Fontana, c'était un auteur de théâtre. Ils sont allés chercher David Simon, qui était un journaliste. David Chase, qui était en gros un cinéphile frustré, quoi. Ça aussi, ça veut dire quelque chose d'aller chercher ces personnalités-là. Ça veut dire de casser ce qu'est la télé. David Chase, c'est quelqu'un qui est nourri de Bergman, de Fellini, de Godard. C'est quelqu'un qui a une très grande formation cinéphile. Et donc, il va aborder Les Sopranos comme un grand film. Comme un long film, mais il adopte totalement le principe sériel, je veux dire, début d'épisode, fin d'épisode, cliffhanger, climax, tout ce qu'on peut accoler aux séries et à la manière de créer une série. Et en allant chercher des profils particuliers, et en plus en leur accordant une liberté totale, tu casses les codes, forcément. You know, I put food on the table. My father was in it. My uncle was in it. Maybe I was too lazy to think for myself. Considered myself a rebel. In college, nothing interested you? Nah, I barely got in. Well, I kind of liked history. Yeah? Yeah. Napoleon, the Roman Empire, the Potsdam Conference, that kind of thing.
C'est une chaîne qui, quand tu regardes un peu la filmo, va tordre le cou à des classiques. Va tordre le cou au western avec Deadwood, va reprendre le polar en le mettant dark de chez Dark avec True Detective. This is his vision. Her body is a paraphilic love map. An attachment of physical lust to fantasies and practices forbidden by society. This is gonna happen again. Est-ce qu'il y avait peut-être aussi cette volonté de réinventer des choses que les gens avaient l'habitude de voir? Vu que tu as quand même une manière de faire qui est inédite et un petit peu originale, tu es obligé à un moment de t'ancrer dans des univers connus et qui parlent aux gens et qui ont par ailleurs déjà été explorés par des séries antérieures. Donc je pense qu'en effet c'est le polar, c'est le western ou même l'heroic fantasy aujourd'hui. Oui, avec Game of Thrones. Avec Game of Thrones. Presque tous les genres sont représentés. T'as aussi la comédie un peu potache, enfin t'as tout quoi. On pense pas trop à la comédie quand on pense à HBO, Non, parce mais que pourtant, tu penses à Larry David ou à Flight of the Concorde, mais c'est des choses auxquelles tu penses après. Après Les Sopranos, après tous ces trucs-là. C'est vrai, mais pourtant, tu regardes en effet Curb Your Enthusiasm de Larry David. Bon, certes, ça vient après Seinfeld, tout ça, mais il y a quand même quelque chose d'hyper novateur. I'm so happy you're home. You gotta let me come in and spend the night. Somebody's chasing me. There's a guy after me. I swear to God, I'm not making it up. What are you wearing? What? I'm wearing shorts. That's disgusting. I work down shorts. I'm sorry. You know something? You really disappointed me last night. That sweet guy trying to sing his song, you absolutely destroyed his confidence. You know that? He can't sing anymore because of you. C'est l'envers du décor de la fiction hollywoodienne. C'est une espèce de comique en descente dont on découvre le quotidien un peu triste, quoi. Mais ce sont des séries importantes, en fait. On n'en parle pas beaucoup parce qu'elles sont moins visibles, parce qu'elles sont moins spectaculaires. HBO, ça a quand même été une sacrée école, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, toute cette période, donc Les Sopranos, c'est 99, je crois. Si tu regardes les auteurs et les réalisateurs qui bossaient avec David Chase, il a formé les meilleures plumes et les meilleurs réals de la télé moderne, que ce soit Matthew Weiner qui a fait Mad Men, Terence Winter qui a fait Boardwalk Empire. Tous les réalisateurs de Game of Thrones aujourd'hui sont passés par Les Sopranos. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la première vraie école de la télé américaine, un peu? Je pense que quand tu grandis pendant 8 ans au sein d'un univers aussi exigeant que celui qu'a installé David Chase, avec quand même une writer's room qui en effet s'apparente à une dictature. Shut it. Avec des gens qui pleurent, enfin je veux dire, c'est dur d'interviewer les gens qui ont fait Les Sopranos aujourd'hui. Ouais, c'est un traumatisme. Mais oui, mais en fait je pense que c'était quelque chose d'hyper fort, quoi, d'hyper formateur et en même temps de terrible. Mais comme toutes les expériences qui aboutissent d'œuvres extraordinaires, je veux dire, il y a très peu de grandes œuvres qui s'accouchent dans une relative tranquillité, quoi. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. Get hands up. Get down. But you start to follow the money, and you don't know where it's going to take you. HBO, pour moi, c'est la seule chaîne qui a un impact sur vraiment le monde dans lequel on vit et la société. The Wire, qui est regardé par Obama et qui commence à se dire « Attends, est-ce qu'il n'y a pas des idées que je peux récupérer ?» Ils ont réussi à s'extraire d'un carcan télévisuel fermé, en fait, clos sur lui-même. Et on aboutit quand même à quelque chose où David Simon va interviewer Barack Obama. Ouais. Au bout d'un moment, carrément, c'est Obama qui demande à Simon alors, quelles sont tes idées pour mon pays? Enfin, c'est incroyable. C'est quand même dingue, quoi. C'est très rare, je trouve, dans HBO de ne pas avoir quelque chose en sous-texte, quoi. D'avoir un autre fond, tu vois, quelque chose qui dit quelque chose du monde, des États-Unis ou de la famille. Ça te dit toujours quelque chose d'autre. Mais t'es forcé à un moment donné, quand tu fais une série sur 5, 6, 7 saisons, de dire quelque chose du monde. Et pour dire quelque chose d'intéressant sur le monde, eh ben, il faut avoir un bagage, je pense. Pas forcément un bagage d'éducation, hein, mais en tout cas un bagage de curiosité, de culture, d'avoir une autre influence que celle de la télé pure. C'est toujours ce slogan, c'est pas de la télé. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas de la télé. Ce qui n'est pas péjoratif. C'est juste dire on fait pas les choses comme les autres, en fait. Ce qui est amusant, c'est que it's not TV, it's HBO. En fait, aujourd'hui, ça marche plus, quoi. La télé a tellement, les autres chaînes, les autres câbles se sont tellement inspirés de ce qu'a fait HBO. En fait, la télé, c'est HBO, quoi. Bah, c'est un peu devenu TV is HBO, quoi. Bah oui, en fait, dans ce sens-là, oui, tu peux renverser la formule. On va leur vendre, non? Ouais. TV is HBO. En libérant la parole de ses auteurs, HBO est devenu un laboratoire scénaristique poussant à l'audace. La preuve en 3 scènes culottées et influentes. Nous sommes à la fin des années 90 et au 5e épisode de la première saison des Sopranos.
Jusque-là, Tony est présenté comme un mafieux autoritaire, mais aussi comme un homme fragile, tyrannisé par sa mère et en thérapie suite à de graves crises d'angoisse. Alors qu'il visite des universités avec sa fille aînée, Meadow, Tony repère Fabian Petrulio, un ancien voyou devenu une balance pour le FBI. Au risque de perdre la compassion du public, le père de famille laisse place au criminel quand Tony tue Petrulio à main nue. Le premier véritable anti-héros est né sous nos yeux et les audiences des Sopranos montent en flèche. Sans ce personnage, ni Dexter Morgan ni Vic Mackey de The Shield n'auraient existé. À l'aube des années 2000, Six Feet Under va elle aussi bouleverser le monde des séries. Dans ce pilote, le premier personnage que l'on rencontre est Nathaniel Fisher, patron d'une maison funéraire et père de famille rock'n'roll auquel on s'attache au premier regard. Are you smoking? No. I'm quitting right now. Quelques minutes plus tard, la voiture de celui que nous pensions être le héros de l'histoire est percutée par un bus. Nathaniel meurt et les fondations mêmes de la série s'écroulent. Le public apprend de manière brutale que dans les séries, aucun personnage n'est à l'abri. Grâce à cette scène, on encaissera plus facilement la mort de Will Gardner, tué en plein tribunal dans The Good Wife, et la décapitation de Ned Stark à la fin de la première saison de Game of Thrones. 10 ans après Six Feet Under, début 2010, c'est Lena Dunham, la jeune showrunneuse de Girls, qui marque son époque. Dans le 3e épisode de la série, elle fait basculer le cliché du personnage féminin en l'espace d'un dialogue. Elle incarne Anna Horvat, une jeune fille paumée, aspirante écrivain chômeuse, dont la vie amoureuse se réduit à la fréquentation de Adam, son amant négligent et maladroit. Tous les opposent, y compris leur vision du corps et de la beauté. If you hated so much, you could lose 4 pounds. Well, I don't lose weight from my stomach, I lose weight from my face, so... You've tried a lot to lose weight? No, I have not tried a lot to lose weight. Because I decided that I was going to have some other concerns in my life. Okay? I apologize, so... Le message est simple et pourtant inédit. Anna a autre chose à faire que de penser à ses kilos et elle a le droit d'exister dans la vie et dans les séries. Grâce à cette prise de position, une nouvelle génération d'héroïnes en marge des standards féminins émerge, de Bridget de Smilf à la voluptueuse Kate dans This Is Us. I can't fall for a fat person right now. I guess I'll lose the weight then. Cet homme n'est ni un figurant en costard sur mesure des Sopranos, ni un politicien en campagne sorti d'un épisode de VIP. Depuis 2013, Richard Plepler dirige la grande fabrique à histoire qu'est HBO. Une entreprise qu'il a rejoint en 2007 en tant que vice-président. Sous son règne, des blockbusters comme Boardwalk Empire et Game of Thrones côtoient des séries intimistes comme Girls en parfaite harmonie. You have the best technology that I've ever seen. You can change the world. Which brings us to the final crucial question. Comment HBO parvient-elle à maintenir son niveau? Richard Plepler nous dit tout et nous, on écoute religieusement. I think the most important thing that HBO has always delivered on is the passionate connection that our shows have with our audience. So there's always a kind of a deep emotional connection between our shows. They have a point of view. They often have something to say. They're very discernible voices, whether that's Silicon Valley or whether that's Veep or whether in the past it was Sopranos or Sex and the City or The Wire. Everybody knows that they have the point of view of the auteur. I want to write stories that make people feel less alone than I did. I want to make people laugh about the things in life that are painful. We've explored so many different dimensions of being a human being, so many different contours, you know, from Sarah Jessica Now with Divorce to futuristic AI with Westworld. Quite obviously, Veep is an extraordinary satire and parody of the hypocrisy and often the absurdity of American politics. More votes for you, ma'am. You think? You have to do the one thing O'Brien can't do. Drive sober. Yeah, take a shit without getting a hernia. I think our door is open to the best creative minds there are.
both here and, in fact, all over the world. Oh, that's great. I love that. When Lena came to the network, she was 24 years old. For her to have the maturity and the discipline and the imagination to not only write and direct and produce, but star in a show of this breadth and magnitude is just extraordinary. That's a crazy thing to do. A very strong woman's voice with strong women characters. There's something called mansplaining. Ladies, have you heard about this? We know what I'm sure you mansplaining think is. you know what it is. In terms of the creative side of the business, I think what's important is that you have a wide range of sensibilities on your team so that people are listening for different ideas that, you know, maybe somebody of my generation might not hear or be attuned to. You want to make sure that on your team there are people from different walks of life, different demography, diverse community of programmers and marketers who see the world through different lenses. And I think the key for us is to make sure we're always leaning in to those new voices, always creating a home and an opportunity for new voices to come in and paint. I think that I may be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. You never know where the next Lena Dunham is. And so the key is to make sure that you are wide open to all of those fresh ideas and fresh voices. That's really very much the DNA of HBO. We serve the talent. As I say all the time, and I believe in the deepest part of myself, talent is sacred. The magic is out there, and our job is to bring it inside. Let's get this party started. For me. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on rencontre John Carroll Lynch, acteur de série chevronné, passé à la réalisation. Morning, Margot. Le duo du Palma Show nous parle de ses séries fétiches. Non, mais Joséphine Ange Gardien. Et Hugues Bonneville revient sur la très british Downton Abbey. Allez, à la semaine prochaine!